commencer, j'aimerais mettre en relief le rôle du Parlement dans l'encadrement des finances publiques. Les lois de finances au Maroc, comme dans beaucoup d'autres pays, sont soumises au Parlement, dont le contrôle a été grandement amélioré depuis l'adoption en 2015 de la loi organique des finances, grâce à la mise à sa disposition d'informations pertinentes en qualité et en quantité. Cependant, le contrôle parlementaire reste tout de même perfectible si l'on considère les autres pans des finances publiques qui restent encore en dehors de son champ d'action. Je pense en particulier au financement des établissements et entreprises publiques, au financement des régimes de retraite, de prévoyance sociale et au financement des collectivités et aux finances des collectivités territoriales. Donc la participation parlementaire, expression même de l'exercice démocratique, gagnerait à être renforcée par l'intégration de ces pans de finances publiques dans le périmètre de contrôle du Parlement. À ce titre, le projet d'amendement de la loi organique relative à la loi de finances prévoit d'élargir son champ d'application aux établissements publics non marchands. Cela me permet, mesdames et messieurs, de faire le lien avec un sujet que les gestionnaires des finances publiques, politiques et responsables de l'administration avaient soigneusement tendance à éviter parce qu'en apparence, il est toujours synonyme de contrainte, il est synonyme de surcoût. J'entends par là la prise en compte de l'impact du changement climatique dans les finances publiques. Il faut dire que même sur le plan de la théorie économique, nous avons assisté depuis quelques décennies à un changement de paradigme. La préservation des ressources naturelles, autrefois considérées comme inépuisables et ne faisant pas partie des modèles économiques, est aujourd'hui un élément central du concept de durabilité économique. Et si sur le plan sectoriel, des avancées significatives ont été réalisées dans ce sens, elles restaient malgré tout bridées par la non prise en compte de ces aspects par le système des finances publiques lui-même. Aujourd'hui, le Maroc a lancé un programme ambitieux avec des partenaires financiers internationaux pour intégrer les considérations climatiques dans les différents compartiments des finances publiques, avec des projets qui portent notamment sur le marquage budgétaire et la taxonomie verte, les obligations vertes, les marchés publics verts et la fiscalité verte comme exemple parmi tant d'autres. Ce programme vient donc en soutien à la réalisation des engagements du Maroc dans le cadre de sa contribution déterminée au niveau international. Je vais essayer de rester dans mon périmètre de légitimité. Clémenceau, qui est un de nos grands hommes politiques du siècle dernier, libéral, avait une formule qui était la France est un pays extrêmement fertile, on y plante des fonctionnaires et il y pousse des impôts. C'est vrai que parmi les grandes inventions que la France a données au monde, il y a par exemple la TVA et quelques autres, évidemment que moi, est absolument essentiel pour nous, le partenariat avec le Maroc. Dans ce contexte-là, parce que le Maroc a vocation, en tout cas vu par la France, mais je pense que Madame la Ministre, ça s'est matérialisé par toute une série d'accords, à être de plus en plus une nation, un royaume, où l'industrie française investira, parce qu'elle y trouve ici, et elle y trouvera encore demain, encore davantage, un facteur essentiel, l'énergie, et l'énergie verte, vous en avez parlé, également des ressources humaines, mais qui seront des ressources humaines toujours plus qualifiées. Tous les projets qui ont été annoncés ces derniers jours sont des projets qui font faire appel à la ressource qualifiée, depuis l'ingénieur, le codeur, jusqu'à des techniciens supérieurs qu'on ne trouve plus chez nous. Et donc, notre enjeu, c'est véritablement, pour échapper d'une certaine manière au piège, si je puis dire, fiscal, non pas tant rétablir nos finances publiques, mais récupérer de la croissance et de la perspective, de construire ensemble, c'est les grands projets dont on a pu parler ces derniers jours pour partager la technologie et la croissance. Et pour finir, je dirais qu'évidemment, dans ce contexte-là, ce que vous faites vous, c'est-à-dire la coopération entre les administrations fiscales, elle est extrêmement importante pour créer un cadre qui soit à la fois attractif, mais en même temps le plus lisible et le plus efficace pour les acteurs économiques. Le thème que nous avons choisi pour cette année, intitulé « Vers une meilleure restructuration du modèle de la gouvernance
financière publique au Maroc et en France est une invitation à réfléchir collectivement à la cohérence globale des finances publiques et à considérer davantage les enjeux à moyen et long terme pour garantir la viabilité des finances publiques. Pour répondre à ces défis auxquels nous sommes confrontés, il est nécessaire de faire des choix stratégiques pour assurer le développement au niveau de l'ensemble du territoire national en parfaite cohérence entre l'État et le secteur privé. Et ce sont ces choix qui devraient, en toute logique, commander le modèle de gouvernance à adopter. Tout cela ne peut se faire qu'en respect des principes constitutionnels tels que la transparence et la reddition des comptes, l'efficacité et la performance dans la gestion de la chose publique, l'égalité des chances et l'équité sociale. Alors, tout d'abord, je dirais qu'un regard attentif porté sur les systèmes financiers publics tout au cours de ces, disons, 45 dernières années montre que se développe une mutation progressive qui engendre dans son sillage une métamorphose de l'État. Plus encore, cette évolution des systèmes financiers publics détermine une transformation, un remodelage de l'ensemble de la société. Or, l'émergence de cette nouvelle configuration repose en grande partie sur une mutation de ces systèmes qui, je crois qu'il faut le rappeler, constitue l'ossature de l'État. Cette mutation, qui se traduit par une déstructuration, mais aussi une restructuration du modèle de gouvernance financière publique, n'est pas toujours facile à analyser. Car, outre que les finances publiques forment un système complexe aux multiples dispositifs, ces dispositifs relèvent d'époques, mais aussi de logiques différentes et d'époques qui se côtoient ou s'imbriquent plus ou moins bien les uns dans les autres. Il faut aussi ajouter que le ralentissement de la croissance, conjugué avec le maintien d'une demande sociale à un très haut niveau, a rappelé aux États qu'il leur fallait prendre en compte le coût de leur gestion et de leurs interventions par rapport à l'objectif poursuivi. Autrement dit, à tenir compte d'une sorte de rapport qualité-prix à l'échelle collective. L'un des enjeux majeurs est de parvenir à instituer un contrôle systémique, véritable clé pour la reconstruction d'un modèle de gouvernance financière publique pour le monde contemporain. Prendre cette direction supposerait de rompre avec une conception cloisonnée des finances publiques et d'organiser une vue d'ensemble de ces trois composantes, les finances de l'État, de la sécurité sociale et des collectivités locales. Plusieurs voies sont possibles. Dans l'immédiat, une approbation simultanée en Conseil des ministres et au Parlement des projets de loi de finances de l'État, donc, et de financement de la sécurité sociale pour la France, puisque nous avons les deux, une cohérence provoquerait certainement une cohérence des analyses et des propositions. Pour l'instant, tout est séparé. Pourrait y être joint, sinon un éventuel projet de loi de financement des collectivités locales, tout au moins un état de leurs prévisions financières. Les décisions relatives aux politiques financières publiques sont trop souvent pensées sur la base d'analyses théoriques unilatérales, éloignées, déphasées des réalités qui sont toujours, elles, ces réalités plurielles. Bien que susceptibles de susciter des réactions empreintes de pessimisme ou pire de corporatisme, que l'on peut voir se mettre immédiatement en action dès qu'une mesure va à l'encontre de tel intérêt ou de telles habitudes, cette proposition n'est pas pour autant extravagante. Elle mettrait fin à la confusion qui existe entre la régulation de la décision et la régulation de la gestion, ce qui est dommageable pour la qualité des décisions prises pour tenter de rendre soutenables les finances publiques. Elle mérite d'être expérimentée
avant que ce qu'il reste de l'État-providence finisse par s'effondrer. Plus encore, un État sans gouvernance financière publique solide, performante, voit inéluctablement disparaître sa souveraineté, sans compter que les menaces populistes qu'une telle situation fait peser sur la démocratie et sur le bien-être des populations sont bien réelles. On l'a compris, la situation est grave, elle l'est parce que le monde est fragile, en pleine mutation, mais ayant l'expérience et le souvenir de la richesse de réflexion des nombreux colloques qui se sont tenus ici depuis 17 ans, j'ai confiance dans notre capacité collective à poser correctement les problèmes et esquisser les voies possibles. Il y a lieu de rappeler au préalable une évidence, c'est que toutes les décisions en finances publiques, quand bien même elles peuvent paraître techniques, sont éminemment politiques, en ce qu'elles portent sur le vivre ensemble, sur le pactum societatis, c'est-à-dire le contrat social, qui est le fondement même de l'État. Il est vrai que les décisions en finances publiques sont également politiques, au sens partisan du terme, du fait qu'elles déclinent les programmes des gouvernements. Le défi demeure toutefois de concilier entre ce sens partisan des finances publiques, qui est d'ailleurs légitime, et l'impératif du vivre ensemble, qui est plus structurel, visant le long terme et répondant aux aspirations de nos concitoyens. C'est en ces termes que se pose la question de la gouvernance financière publique, qui, en s'améliorant, permettrait de garantir la soutenabilité des finances publiques. D'ailleurs, Sa Majesté le Roi, que Dieu l'assiste, nous a rappelé lors du discours du trône, je cite, « Certes, que nous avons d'ores et déjà réalisé et nous donne de l'assurance pour aborder l'avenir avec optimisme, mais les défis auxquels est confronté notre pays nous commandent à redoubler d'efforts et de vigilance, de concevoir des solutions innovantes, de subordonner les modèles de gestion aux règles de bonne gouvernance. » Fin de citation. Ces fondements étant posés, dans le domaine de la gouvernance financière publique au Maroc, on observe que des efforts louables ont été consentis d'abord à travers la réforme de la loi organique des finances en 2015, ensuite dans sa mise en œuvre, notamment en termes de programmation et d'exécution budgétaire, qu'il s'agisse des recettes ou de dépenses publiques. Monsieur le ministre, merci d'avoir accepté cette interview et merci de participer à ce colloque. Non, avec grand plaisir. Et vous avez déjà participé plusieurs fois. Tout à fait. Je regrette de ne pas pouvoir être physiquement des vôtres. Oui, mais vous êtes évidemment tout excusé. Alors, vous êtes, vous le savez, considéré comme l'un des deux pères de la LOLF, la loi organique relative aux lois de finances, du 1er août 2001, donc de la réforme budgétaire de la France, de l'État. Nous avions deux objectifs. C'était d'une part de contribuer à la modernisation de l'État à travers un changement de paradigme, passer d'une logique de moyens à une logique de résultats, pour prendre en compte la dimension de la performance, de l'efficacité, de l'efficience de l'action publique, de responsabilisation des gestionnaires publics. C'était le souci d'une plus grande efficacité, d'une plus grande efficience de l'action publique. Et puis, le deuxième objectif, c'était de renforcer les pouvoirs budgétaires du Parlement. Et du côté de l'administration, ça a été bien reçu, notamment du côté du ministère des Finances, par exemple. Le ministère de l'économie et des finances, spontanément, n'était pas force de proposition. Mesdames et messieurs, il est indéniable que les efforts de renforcement de la gouvernance des finances publiques génèrent des retombées positives à plusieurs niveaux. Ils augmentent l'attractivité pour les investisseurs privés, améliorent l'image du pays auprès des bailleurs de fonds internationaux et l'efficacité et l'efficience de nos dépenses publiques. Je me souviens combien de fois, en tant que ministre, la première des choses dont je parlais de stabilité, de sécurité du pays, je parlais de stabilité des données macroéconomiques du pays. Et avoir une prévision sur le long terme du taux de change, de l'inflation, de la dette est absolument un facteur, je dirais, d'attractivité extrêmement fort. Ces évolutions sont essentielles
pour promouvoir une croissance inclusive où les actions de redistribution bénéficient directement aux catégories sociales les plus vulnérables. Et il est évident que nous avons fait beaucoup de progrès ces dernières années sur la croissance, mais peut-être que nous n'avons pas fait autant de progrès sur la redistribution. Et donc ça aussi, ça fait partie des réflexions à avoir sur comment on aborde ce pacte social et par quels moyens on peut justement faire bénéficier plus de gens de la redistribution. Mesdames et messieurs, si je devais, en guise d'éléments conclusifs, suggérer quelques voies de progrès, j'adresserai prioritairement les pistes suivantes. Première des choses, assurer une meilleure cohérence dans l'autorisation parlementaire en permettant des transferts de crédits entre programmes de différents ministères lorsque ceux-ci relèvent d'une même politique publique, avec une information et un débat préalable au sein des commissions parlementaires concernées, en évoluant progressivement vers une unité de vote par mission, en vue d'assurer en amont cohérence et lisibilité des stratégies et politiques publiques impliquant plusieurs ministères pour, in fine, une meilleure convergence de leurs interventions à divers échelons. Et franchement, ça a été un eye-opener. Ça m'a ouvert les yeux, mon cher Nordine. Merci de m'avoir invité à replonger dans ce sujet. Mesdames, Messieurs, bonjour. Je voudrais vous proposer que nous démarrions nos travaux et peut-être avec une minute d'avance, mais c'est aussi l'exemplarité de cette institution qui gère le temps parce que c'est de l'argent. Et je voudrais d'abord dire que nous avons passé une excellente ouverture hier pendant ce colloque pour sa 16e édition avec des contenus de grande qualité et forcément des sujets qui nous interpellent sur notre responsabilité à faire avancer les grands chantiers dans nos différents pays. Alors, le contrôle parlementaire des finances publiques est essentiel pour garantir la transparence et la responsabilité au sein des institutions étatiques. Au Maroc, ce contrôle est marqué par une fragmentation qui pose d'importants défis pour le fonctionnement de la démocratie. Cette fragmentation limite l'efficacité de la supervision des finances publiques et réduit l'influence du Parlement dans le processus budgétaire. Donc cette intervention explore, si vous voulez, les causes et manifestations de cette fragmentation, ses implications sur la gouvernance et également quelques pistes pour la réforme. La première manifestation, si vous voulez, de cette fragmentation, c'est par rapport aux entreprises publiques, les établissements et les entreprises publiques. Au Maroc, les entreprises publiques sont soumises à un contrôle parlementaire malgré leur autonomie. Donc le Parlement utilise plusieurs mécanismes pour surveiller la gestion. La première des choses, c'est les rapports de la Cour des comptes. Donc la Cour des comptes évalue, si vous voulez, la gestion des EPP, des établissements publics. Elle transmet ses rapports permettant aux parlementaires, si vous voulez, de questionner le gouvernement et suggérer des réformes par rapport à ça. Et puis, il y a les commissions parlementaires, bien sûr, comme la commission des finances, qui peut inviter, c'est dans la Constitution, mais également dans les règlements intérieurs, que ce soit de la première chambre ou de la deuxième chambre, elle peut inviter les établissements publics pour rendre des comptes. Ce qui se passe en France, l'impasse des finances publiques aujourd'hui en France, est une sonnette d'alarme pour le modèle marocain. Et je pense que le problème n'est pas, ou la problématique n'est pas technique. Et j'ai écouté toutes les propositions de réaménagement technique qui visent soit la rationalisation de la dépense publique ou l'augmentation des ressources fiscales, alors que c'est sur le plan doctrinal, c'est deux propositions contradictoires parce que vous perdez et au niveau du social et au niveau de l'investissement, et donc vous ne pouvez satisfaire personne. Moi, je pense que nous sommes piégés. Et là, il y a un rapport très important du Sénat français en 2008 qui a qualifié le modèle d'organisation territoriale français d'exception française. Il y a deux types d'organisation territoriale dans le monde. Il y a un premier groupe qu'on appelle les systèmes coopératifs,
c'est l'Allemagne, c'est la Suisse, c'est l'Espagne, c'est l'Italie, où vous avez des élus, où vous avez un exécutif redevable devant ses électeurs. Donc vous n'avez pas une dualité institutionnelle, vous n'avez pas une multiplicité d'exécutifs et d'acteurs dans les territoires. Parce que depuis hier, on parle du tableau de bord de l'État central à Rabat. Mais ce qui se passe dans les territoires, l'action publique de proximité, on n'en parle pas. Bon, il y a les grands projets structurants, ils sont pilotés par Sa Majesté, ça marche, c'est très bien. Mais l'action publique qui concerne le citoyen, tout ce qu'on est en train de dire ici ne va pas pouvoir améliorer. Hier, monsieur le ministre a parlé de l'efficacité et de l'efficience de la dépense publique à proximité des citoyens. Mais la question de la résilience qui est souvent abordée dans nos débats n'est pas tout simplement une question de capacité d'absorption de ces chocs, mais la résilience est, je dirais, beaucoup plus importante que cela, c'est la capacité d'adaptation et d'anticipation des chocs à venir. Donc c'est cette notion justement de la gouvernance qui peut être un des vecteurs de réponse à cette anticipation. C'est Bouchra Assassi, chef de service des ressources, de la logistique et du budget, de la trésorerie régionale de Marrakech. Je voudrais poser ma question au professeur Jaïdi. Donc ma question est la suivante. Quel mécanisme peut-on mettre en place pour impliquer encore davantage la société civile dans le processus de restructuration de la gouvernance financière publique? Vous avez peut-être entendu parler de l'OCDE qui ont commencé il y a une quinzaine d'années, et c'était Base Erosion and Profit Shifting, c'est-à-dire érosion des bases et transfert des bénéfices vers d'autres pays. Et ça, c'est la base de l'évasion fiscale et de l'érosion fiscale. L'érosion, elle se fait par le fait que les bénéfices dont on pense qu'ils étaient taxés, soit au Maroc, soit en France, ils sont taxés ailleurs où ça coûte moins cher. Donc, ça vise l'optimisation fiscale agressive, et non pas la fraude, avec une composante dynamique. Il faut bien voir que dans le côté érosion, c'est une érosion qu'on constatait et dont on constatait l'augmentation très, très visible. Donc c'est une opération lancée à la suite de la crise de 2008, crise financière énorme, bien sûr, dans les pays développés et dans les autres. Et les gens se sont rendus compte qu'il y avait à la fois une complexité et une optimisation fiscale agressive croissante, et à la fois ils avaient besoin d'argent parce que la crise financière a coûté cher, donc on avait déjà un enjeu. Alors c'est donc un ensemble de mesures qui ont été prises dans la fixation de normes communes et dans l'action. Alors est-ce que c'est une question de gouvernance publique? Oui, je pense. Des finances publiques, pardon. D'abord, il y a un impératif moral et le consentement à l'impôt, équité et justice, cohésion sociale. J'aime bien cette expression de dictionnaire français-Laros qui dit que l'eau érode le lit de la rivière. Donc, c'est une métaphore qui est très importante. Pourquoi? Parce que même en matière fiscale, on est dans ce sujet où on a une activité, on a un opérateur utile, comme l'eau, il est là, mais qui probablement érode ou réduit, je dirais, la substance fiscale, justement, de cet État, de ce pays qui l'accueille quelque part, ou duquel il est parti pour qu'il s'installe par ailleurs. Donc c'est juste pour dire que l'érosion n'est pas nécessairement de la fraude, c'est pas nécessairement de l'évasion, c'est pas nécessairement de l'illégalité, ce n'est pas nécessairement le fait de ne pas respecter une disposition, c'est un problème de base d'imposition, c'est un problème, je dirais, beaucoup plus d'appréciation, je dirais, et d'allocation. Donc, comme on lui dit, comme certains l'ont dit, c'est que je pense que c'est pas un problème on n'a pas un problème de ressources, c'est un problème de partage de cette ressource, finalement, dont il s'agit quand on parle donc d'érosion fiscale.
Maintenant, je pense que la partie OCDE, M. Thierry, on a parlé, on a le programme BEPS avec les 15 actions qui sont mises en place, dont 4 qui sont ce qu'on appelle donc les règles minima qu'il faut appliquer. Les règles minima, donc c'est d'abord la pratique fiscale dommageable, et ça nous concerne, et ça vise à lutter, je dirais, contre toutes les niches fiscales qu'on peut avoir. Et là, je reviens à ce qui a été dit. Rappelons même hier, M. l'ambassadeur a évoqué l'efficacité fiscale, c'est-à-dire que même dans les pays développés, on continue à faire jouer à la fiscalité le rôle d'attractivité, notamment dans les territoires. La programmation pluriannuelle, donc je donne une définition qui est simple, c'est un cadre de prévision des recettes et des dépenses de l'État fixant les priorités sectorielles sur un horizon temporel qui varie entre 3 et 5 ans. Et bien sûr, cette programmation pluriannuelle, elle a 3 objectifs. Premier objectif, c'est assurer la soutenabilité budgétaire. Et bien sûr, la programmation pluriannuelle n'a pas un seul objectif que d'assurer la soutenabilité budgétaire, mais parallèlement, elle doit contribuer à la performance de l'action publique, mais aussi permettre une meilleure allocation des ressources. Maintenant, on passe à la deuxième question. Pourquoi la programmation budgétaire pluriannuelle est-elle nécessaire? Premièrement, parce que c'est une exigence donc, de pilotage des finances publiques face à la multiplication des crises. Donc, le Maroc, le monde, il est passé par plusieurs crises. Donc, on est passé des chocs pétroliers, donc en 1973, 1974, 1979, 1980. Puis, il y a eu la crise financière des subprimes, puis il y a eu la crise pandémique de Covid-19, puis le conflit russo-ukrainien, et parallèlement, bien sûr, il y a le changement climatique qui s'accélère et qui cause, bien sûr, des sécheresses successives et des inondations comme on a vu normalement dernièrement en Espagne. Et face à ces crises, la programmation pluriannuelle des finances publiques peut jouer un rôle, premièrement, de gestion proactive des finances publiques. Dans ce sens, les gouvernements, ils doivent accumuler des réserves pendant les périodes de prospérité et de croissance et les utiliser lors des crises, tout en planifiant efficacement, bien sûr, les dépenses publiques sur plusieurs années. Donc, pour résumer, pourquoi la programmation pluriannuelle est-elle nécessaire? Premièrement, parce que c'est une exigence de pilotage des finances publiques face à la multiplication des crises. Ça permet d'anticiper, de rétablir la trajectoire et de planifier les finances publiques pour assurer la relance économique. Deuxièmement, c'est une exigence de viabilité communautaire. Troisièmement, c'est une exigence de performance et de transparence. Et quatrièmement, c'est une exigence d'alignement aux pratiques internationales. Bien sûr, on a fait beaucoup d'avancées, mais il y a encore du chemin à parcourir. Du chemin à parcourir pour assurer la consolidation de la programmation pluriannuelle comme vecteur de soutenabilité des finances publiques. Je dirais qu'avec un petit peu de recul, aujourd'hui, la sphère budgétaire et financière n'est pas vraiment en avance. Il faut dire les choses aussi. Beaucoup d'autres secteurs d'activité ont pris les devants et ont développé un certain nombre de choses. Sur nos volets à nous, budgétaires, effectivement, on est au début, finalement, de cette réflexion. Avec l'avènement de l'intelligence artificielle, les dirigeants financiers, du public comme du privé, je pense que c'est important aussi de faire le parallèle, sont confrontés à une transformation profonde de leur métier, à une évolution de la responsabilité. Moi, je me souviens à l'époque, quand j'étais à la direction du budget à Bercy, quand on a introduit la LOLF, tout le monde avait peur. Les comptables, les budgétaires se disaient « mais mon métier va disparaître, ça va changer, qu'est-ce que je vais faire ?» En réalité, tout ça s'est naturellement introduit progressivement dans le paysage. Il n'y a pas eu de bouleversement majeur. Alors certes, c'est une révolution importante, une révolution technique, mais pour ceux qui ont connu les PC, les premiers PC portables il y a à peu près 30 ans, 35 ans, c'était un gros caisson qu'on emmenait comme ça en mission, en audit, et ça n'a pas bouleversé notre façon, enfin je veux dire, ça n'a pas bouleversé nos missions, ça nous a aidé finalement à travailler probablement beaucoup mieux. Donc on s'est rendu compte que finalement la LOLF n'avait pas eu cet impact, cet impact majeur. Il y a eu des nouveaux métiers qui sont apparus, mais en tout cas, il n'y a pas eu de bouleversements fondamentaux. Donc traditionnellement axé sur la gestion et sur le suivi des chiffres et des risques, il est désormais essentiel de maîtriser les technologies émergentes. Premier gestionnaire d'actifs européens en termes d'actifs,
en termes d'actifs bien sûr, et elle utilise l'intelligence artificielle. Donc là, c'est le groupe Crédit Agricole. Pour effectuer bien sûr, là, c'est des études macroéconomiques, des analyses de marché, et elle utilise des robots conseillers. Elle personnalise également les portefeuilles, elle fait de l'analyse du comportement en temps réel. Ça, c'est très important. Donc ça, c'est un grand groupe financier, bien sûr, qui est très près un petit peu de ses finances. Alors, au niveau du monde monétaire, donc les banques centrales. Donc on sait que les banques centrales, en général, elles ont une approche très prudente. Alors, les banques centrales, au niveau mondial, elles ont commencé, bien sûr, à intégrer l'intelligence artificielle de manière progressive. Et je donnerai quelques exemples très concrets. Alors, la Banque centrale du Brésil, elle utilise l'intelligence artificielle et elle a mis en place un prototype robot pour la classification des plaintes des consommateurs. La Reserve Bank of India, excusez-moi, je suis en train de voyager avec vous entre continents, mais c'est rapide. Donc, du Brésil, on part en Inde et on voit bien donc l'Inde aussi, donc la Reserve Bank of India, elle a entrepris des démarches, bien sûr, dans le cadre de l'automatisation des fonctions de régulation grâce à l'intelligence artificielle. Alors, en Europe, le comité de Bâle, donc avec la Banque des règlements internationaux, donc là encore, ils utilisent l'intelligence artificielle pour la lutte contre le blanchiment d'argent. La Banque centrale européenne également, elle utilise dans le cadre de la classification des données et pour le suivi en temps réel, donc là encore c'est très important, des prix. Donc ça c'est très important. On revient en Amérique, mais Amérique du Nord avec le Canada. La Banque du Canada, elle utilise l'intelligence artificielle, et là on parle bien sûr des banques centrales, pour la détection d'anomalies dans les rapports réglementaires. Alors, tous ces exemples qu'on a vus, donc il y en a plusieurs, mais je me suis limité à certains d'une manière volontaire. En matière de contrôle de la dépense publique, donc pour la dépense publique, les algorithmes de machine learning peuvent analyser, on l'a dit tout à l'heure, donc des masses importantes, c'est-à-dire des milliers de transactions en temps réel, et détecter les anomalies dans la dépense, donc ici au Maroc et au sein de la Trésorerie générale. Alors, la démarche elle a été simple, c'est qu'on a commencé par deux chatbots. Un chatbot, c'est un assistant virtuel, c'est-à-dire c'est un assistant qui est là, présent 24 heures sur 24 pendant toute l'année. Il ne demande jamais de congé de maladie ni congé. Donc il est là, il nous soulage pendant les fêtes, pendant les congés, et il arrive à répondre aux gens. Ça, c'est très important. Alors, quelle est cette population à laquelle il répond? Il répond aux entreprises. Donc, je vous ai mis une capture d'écran là-bas. Donc, c'est en réel, ça s'est déployé, vous pouvez le tester. C'est sur la plateforme des marchés publics et il a beaucoup aidé les entreprises. Le deuxième chatbot qu'on a mis en place après, c'est pour le dépôt électronique des factures. Parce qu'il y avait des entreprises qui devaient déposer leurs factures un week-end, donc un dimanche. Hier après-midi, Nourdine, tu nous disais que les finances publiques, c'était un phénomène politique, selon quoi je suis entièrement d'accord. Le problème, c'est que c'est un phénomène politique, tout à fait d'accord avec cela. C'est un phénomène politique au sens noble du terme, d'organisation d'une société. C'est ce que tu as voulu dire. Mais le problème, c'est que les finances publiques sont devenues un phénomène politicien, ce qui est tout à fait autre chose. Et là, je crois qu'il faut que nous réfléchissions à cet aspect-là. Jean-Pierre Cambi a très bien fait apparaître le dilemme dans lequel nous nous trouvons en France par rapport au vote du budget, par rapport à la décision budgétaire. Tu l'as parfaitement exprimé. Je crois que maintenant que nous avons pu identifier le problème, il est nécessaire de s'intéresser à la décision budgétaire. Avec tous les moyens que nous donne l'informatique, l'intelligence artificielle dont ont parlé les deux précédents intervenants. Mais il nous faut réfléchir aussi aux dispositifs juridiques, mais également à la culture politique. La culture financière publique, elle n'est pas excessivement... elle n'imprègne pas excessivement le champ politique. Cher Michel, Monsieur le Président de Fondafip, Mesdames et Messieurs, donc nous arrivons au terme de ce colloque et permettez-moi donc de vous remercier toutes et tous pour votre assiduité, comme l'a dit le professeur Sahimi, et pour l'intérêt que vous portez à ce rendez-vous scientifique annuel. Grâce à votre contribution et à vos encouragements, cet événement
a pu devenir au fil des années une force de proposition qui enrichit la réflexion sur les finances publiques dans nos deux pays.